Tout un plaisir de vous savoir une fois encore au rendez-vous pour ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Obligation du Trésor, emprunt obligataire au Bénin, le régime du nouveau départ ne lésine pas sur les moyens pour donner corps à son noble ambition d'un État plus moderne, plus attractif, plus imposant avec des infrastructures de rêve. Fin avril, le pays procède à une nouvelle émission de titres publics sur le marché financier de l'UEMOA, un nouvel emprunt obligataire. L'opération enclenchée est annoncée comme devant permettre la mobilisation des ressources financières d'un montant de 60 milliards en vue du financement d'une partie du PAG, programme d'action du gouvernement. À l'interne, bien des mécanismes sont en place pour la contribution du citoyen à la mobilisation des fonds attendus. On citera, entre autres, l'appel récurrent au paiement des tasses, la traque contre les mauvais payeurs. Financement au Bénin du PAG, programme d'action du gouvernement, un casse-tête au une supercherie. Le débat, mesdames, messieurs, nous le ferons dans un instant avec nos invités, des sachants sur la question. À ma droite, il a non Wilfried Monou, journaliste, analyste des questions économiques. Il est le directeur de publication d'Eco Bénin Magazine. Wilfried Monou, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Un plaisir renouvelé d'être avec vous. Le plaisir est toujours partagé. En face de vous, un consultant, docteur Fidèle Sonon, consultant en management des organisations. Il est spécialiste de management de projets et programmes. Il a eu à diriger plusieurs projets de développement international financés, entre autres, par le gouvernement canadien au Canada, auprès de l'Union africaine et la CEDEAO. Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour Joël Tonji. Et merci de répondre une fois encore à notre invitation sur un sujet d'autres techniques, mais qui intéresse plus d'un Béninois. Merci plutôt à vous de m'avoir associé à ce débat. Mesdames, Messieurs, oui, ils sont nombreux, de plus en plus, les Béninois à s'interroger. 2018 annoncé comme l'année des grands chantiers déjà, mois de mai, oui, le temps presse pour voir sortir de terre un certain nombre d'infrastructures. De l'autre côté, l'exécutif retrousse ses manches pour faire rêver et davantage. Mais du rêve à la réalité. À raison, récemment, mois avril, il a été lancé une dernière opération, en tout cas une ultime, pour permettre le financement du programme d'action du gouvernement. Vous avez suivi aussi ce dossier, Wilfried Monou, 60 milliards recherchés pour permettre à ce que déjà un certain nombre de projets commencent à prendre corps. Oui, c'est du droit et du devoir de l'État de rechercher des financements pour financer ces projets. Et l'un des outils qui est à la disposition de l'État, c'est les emprunts obligataires qui ont été lancés en fin avril. Ça fera le second pour ce gouvernement. Et j'espère que la qualité de la signature du Bénin fera que les investisseurs vont s'intéresser à ce projet noble du pays. Il faut rappeler que pour faciliter la tâche, la mobilisation des fonds, il faut passer par les SGI, les sociétés d'intermédiation, et tant au Bénin que dans la sous-région. Mais je crois que c'est la SGI Bénin qui est le lead en matière de mobilisation de cette opération. Tout à fait. Une opération avec qui les regards sont tournés pour voir sa suite prospérer et permettre d'atteindre véritablement les objectifs. Fidèle Sonon, c'est une opération, comme l'a souligné tout à l'heure Wilfried Monou, de droit pour pouvoir impacter des projets, somme toute, novateurs les uns aux autres. Le spécialiste des questions de projet suit ce cas de quelle façon? Merci Joël Yetonji. Il l'a dit et je confirme, l'endettement c'est un moyen de financement des projets, des programmes d'un gouvernement. C'est a priori une bonne chose. Maintenant, tout dépend de qu'est-ce qu'on veut faire avec l'argent. Je crois que c'est la question qui doit nous intéresser et je ne suis pas très sûr d'avoir les réponses exactes à ces questions. Peut-être que... Vous avez une réponse d'ensemble.
Oui, on dit que c'est pour financer. C'est pour financer quel projet? Parce qu'on a dit des projets d'infrastructure. Par exemple, l'aéroport de Glogibé, j'ai déjà entendu dire que le financement est bouclé. Alors, donc, qu'on nous dise exactement, est-ce que c'est pour l'aéroport, c'est pour quelle infrastructure, ce serait plus intéressant. Parce que on nous dit aussi qu'on veut financer les projets, les programmes de l'État avec le système PPP. Alors, mais que vient chercher les emprunts obligataires dans certains projets? Qu'on nous dise exactement, voici... Qu'on clarifie un peu. Qu'on clarifie. Et c'est le problème, en définitive. Je l'ai dit la fois passée, mais si vous me permettez très rapidement, je vais revenir là-dessus. Parce que, vous savez, le gouvernement de Patrice Talon a hérité d'un certain nombre de choses. Et il est bon de faire une analyse situationnelle très rapidement pour montrer le problème de fond et situer la responsabilité de l'État actuel ou du gouvernement actuel. Vous savez, j'ai eu le privilège de travailler sur la question des mots, des grands mots dont souffrent les administrations africaines en général et l'administration publique en particulier. Il y a deux grands mots. Le premier, c'est une sorte de culture d'incommunicabilité des savoirs et des connaissances dans l'administration publique africaine. Et le Bénin n'échappe pas à ce problème. Et le deuxième problème, c'est notre faible capacité d'exécution. Je l'ai dit la fois passée. Pourquoi je le dis? C'est justement parce que nous continuons à nous poser des questions auxquelles nous n'avons pas suffisamment de réponses. Et c'est pour cela que je disais la dernière fois que le gouvernement devrait faire une divulgation proactive pour que, par exemple, les projets qui sont dans le PAG, qu'il y ait un cadre de mesure des performances qui soit développé. Moi, je n'en ai pas vu. Peut-être que ça existe quelque part dans un ministère, qu'en dehors du document qui est un document stratégique, qu'un document d'opérationnalisation soit développé, assorti d'un cadre de mesure des performances qu'on renseigne aux besoins mois par mois. Cela nous permettra, par exemple, de savoir comment ça évolue. On n'a pas cela à cette étape. Et c'est pour cela que je dis que le gouvernement actuel aussi est frappé de ce mal qui est l'incommunicabilité des savoirs. Et c'est ce qui nourrit malheureusement l'intoxication. Parce que, comme l'a dit l'autre, on ne change pas une société par des décrets. Je vois circuler des dispositions pour décourager l'intoxication sur les réseaux sociaux. La seule arme efficace contre l'intoxication sur les réseaux sociaux, c'est la transparence, c'est la divulgation proactive. Voilà ce que je dis d'entrée. Divulgation proactive, oui, sur le dossier, si on prend le cas spécifique du dernier emprunt, c'est un thème d'ensemble. Améliorer les conditions de vie des populations, permettre à ce que des infrastructures majeures puissent voir le jour. Mais là-dessus, est-ce qu'il faut vraiment chercher encore loin? Ça fait déjà des données quand même conséquentes, non? Non, c'est pas suffisant. Je suis d'avis avec Fidèle dans la mesure où nous, spécialistes des questions économiques, nous demandons qu'on puisse mettre à notre disposition la note de conjoncture, par exemple, qu'on puisse voir au niveau du ministère du Plan les PIP. Quelle sont les mesures qui sont mises en place pour suivre les différents programmes d'investissement public et quels sont les critères d'évaluation pour qu'on puisse apprécier tout au moins. Par exemple, nous avons bénéficié déjà d'un premier emprunt qui a même été positionné sur le marché de la BRVM. Donc, quelle est l'utilisation qui est faite de... C'est ça aujourd'hui qui doit permettre la veille citoyenne, qui doit permettre de suivre ce que le gouvernement fait pour le contribuable qui se sent, à partir de ce moment, engagé dans les perspectives du gouvernement, parce que lorsqu'on lui demande de cotiser, il sait que sa cotisation contribuera à mettre 1 kilomètre de goudron quelque part et il passera là-dessus. Donc, il se sent obligé de contribuer. Ils se sont obligés de compter. Donc, ça fait un appel commun, une demande collective. Oui, Fidèle Sonon. Non, si vous permettez, je voudrais juste ajouter un petit quelque chose. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas seulement nos sentiments. Mais ce que nous disons a été confirmé par tout récemment une étude du WANEP. L'évaluation que WANEP a eu à faire, c'est une évaluation en faveur même du gouvernement. Moi, je pourrais le dire. Mais à la page 16, vous allez lire qu'eux-mêmes, ils ont été obligés de reconnaître que ça a été la croix et la bannière
pour avoir un certain nombre d'informations. Je ne veux pas citer le ministère, mais les gens peuvent aller lire page 16. Il y a que le ministre a souhaité, entre guillemets, censurer certaines informations qui devraient sortir dans le cadre de cette évaluation. La métaphore que j'aime prendre souvent, c'est que je cherche mon argent, vous êtes ingénieur de construction, je vous confie la construction de ma maison. Les données, et je vous demande de me donner des éléments pour que je vois comment ma maison progresse. Et je vois le chef chantier. Le chef chantier qui dit, je veux voir l'ingénieur pour voir s'il m'autorise à vous donner un certain nombre d'éléments. C'est exactement le schéma. Parce que le contribuable, ça ne devrait pas être le cas. Vous devez disponibiliser les informations dont j'ai besoin, même avant que je ne vous demande. Alors, si je vous demande par surcroît et que vous voulez censurer certains éléments, ça élève des soupçons. C'est pour ça que je parlais d'incommunicabilité, une culture d'incommunicabilité des savoirs et des connaissances. Or, lorsqu'il y a cette culture d'incommunicabilité des savoirs et des connaissances, on ne peut pas faire ce que nous appelons un apprentissage gouvernemental. En tout cas, pour l'instant, la mobilisation se poursuit pour que l'attente dans ce sens soit comblée. Mais sur ce cas de mobilisation, il y a d'autres formes qui sont aussi exploitées. Je parlais tout à l'heure des obligations de trésor, mais aussi des tasses. Pour permettre, et là, c'est un peu comme de l'indiscipline. On demande aujourd'hui à ce que les citoyens soient beaucoup plus conséquents envers eux-mêmes, c'est tant que le grand nombre veut du beau. Et là, sur le terrain, on a comme l'impression que c'est 2 pas en avant et 4 en arrière. Non, l'économie béninoise est fortement informelle. Et c'est ça qui surtout pose de problèmes en matière d'appréhension de l'assiette fiscale. Bon, aujourd'hui déjà, il y a des réformes au niveau de la Direction générale des impôts qui permettent d'améliorer le rendement de l'assiette existante. Par exemple, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la facture normalisée. Et cette facture normalisée, lorsque vous achetez et on vous remet une facture dans une transaction, il faut exiger la facture normalisée parce qu'elle va faire ressortir la TVA qui est effectivement prélevée et qui doit être normalement reversée dans les caisses de l'État. Parce que l'entreprise qui collecte la TVA n'est qu'un collecteur de TVA. Et lorsqu'elle ne reverse pas la TVA au niveau de la caisse de l'État, elle joue le rôle d'un escroc. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut forcément que tout ce qui est collecté comme TVA pour le compte de l'État soit reversé. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore au niveau de ces entreprises qui sont obligées d'utiliser la machine appropriée pour imprimer la facture normalisée, comment on va mobiliser la TVA à ce niveau? Je crois qu'il y a aussi des réformes dans ce sens où ceux qui ne font pas un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions ne sont pas tenus, ne peuvent pas collecter la TVA. Et les autres qui sont entre 50 et 300 millions, il faut avoir une autorisation au niveau des impôts pour pouvoir se prévaloir de collecter cette taxe-là. Ça permet déjà d'améliorer les recettes au niveau de cette taxe-là, au niveau de la caisse de l'État. Et Fidèle Sonon a ces défauts, mais des appels de pied aussi à l'endroit des contribuables, afin que chacun joue sa partition. Ne saurait faire des omelettes sans casser les œufs. Ils sont nombreux à être frileux à l'idée que bientôt, à défaut que Cotonou soit Paris, qu'il ne s'en éloigne pas pour autant. Mais là, il y a un effort conséquent à faire, mais qui ne vient pas forcément. Oui, je suis complètement d'accord que le gouvernement doit faire en sorte que les ressources internes dans le budget soient plus que l'idéal. L'idéal aurait été que les ressources internes, donc ce qui est fourni par les 3 régies de notre pays, soit plus que ce que nous empruntons, par exemple de l'extérieur. C'est pour ça que chaque fois qu'on me parle d'emprunt obligataire, moi ça m'inquiète. Je dis, mais qu'est-ce que l'agent veut faire? Est-ce que ça veut aller pour faire des dépenses de fonctionnement, des dépenses de prestige, ou bien c'est pour aller financer des projets, c'est pour financer des investissements structurants? Alors, donc, sur le principe, nous sommes d'accord qu'il faut plus de ressources internes. Donc, tous les Béninois doivent payer les taxes et les impôts pour pouvoir permettre au gouvernement de financer le PAG. Mais là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'incohérence entre la politique fiscale du gouvernement et ce que le gouvernement veut. Il y a d'incohérence. Mais il y a d'incohérence. Vous ne pouvez pas
lever. Vous voyez, le ministre des Finances a dit récemment que 60% du budget 2018 sera levé localement, c'est-à-dire par les ressources internes, donc au niveau des 3 régies. Tout à fait. Bon, lorsque j'ai appris ça, je me suis dit, mais 60%, ça fait quand même 1100 et quelques milliards de francs CFA. 1100 et quelques milliards de francs CFA qui font 60%. Moi, je me suis demandé, est-ce qu'on a trouvé du pétrole? Sur quoi est-ce que le ministre se base pour dire que 60% du budget va être levé localement? Alors qu'on sait que depuis 1960, nos efforts, aucun gouvernement n'a dépassé les 800 milliards de recettes pour les 3 régies confondues. Alors, la différence, on va aller chercher ça où? C'est pour ça que mais est-ce que cela ne peut pas s'expliquer? Je ne fais pas le porte-voix, j'ai suivi aussi le ministre dans sa démonstration. Mais est-ce que cela ne peut pas avoir comme répondant le fait qu'aujourd'hui, l'appel commence par avoir des oreilles un peu plus attentives dans le rang des populations, la culture du paiement d'impôts et de taxes n'étant pas une culture très ancrée hier et qu'aujourd'hui, les gens semblent beaucoup plus, semble-t-il, acquis à cet appel? Non, je crois, et l'ami l'a dit, effectivement, il y a des réformes qui se font aujourd'hui au niveau de la direction des impôts, des réformes à saluer. Ils ont été chercher l'un des systèmes les plus efficaces au monde, j'allais dire. Je parle du système PAA-RIB, qui est un... PARIB. Voilà. Le projet PARIB. PARIB, voilà, vous le prononcez très bien. Qui est financé par le Canada. C'est un système que je connais très bien. Pour être contribuable canadien aussi, je connais bien ce système. Parce que c'est un système qui va permettre au gouvernement de contrôler effectivement tous ceux qui doivent payer les impôts pour que tous ceux qui doivent payer les impôts payent les impôts. Seulement qu'il y a d'autres politiques qu'il faut pour accompagner ce système. Parce que c'est un système informatique. Et comme le disent les Anglais, c'est garbage in, garbage out. C'est ce que vous donnez à l'appareil qui vous sort. Si vous mettez des ordures, ça va vous sortir des ordures. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai l'impression qu'on fait un pas en avant et plusieurs pas en arrière. Pourquoi? Il a dit, nous avons une économie essentiellement informelle. 90%, selon les chiffres de la Banque mondiale, 90% de la population active du Bénin joue dans l'informel. Lorsque j'ai un chiffre comme ça et je viens au pouvoir, qu'est-ce que je fais? Je veux démontrer les incohérences, justement. Lorsque je viens au pouvoir, je vais avoir une politique qui fait en sorte que ceux qui sont dans l'informel puissent arriver dans le formel. Ce qu'ils appellent l'élargissement de l'assiette fiscale. Seulement qu'on est tous d'accord sur cette politique, c'est une bonne politique, seulement qu'on ne s'entend pas tous sur le comment. Comment est-ce qu'on élargit l'assiette fiscale? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'élargissement de l'assiette fiscale, c'est la création de nouvelles taxes au lieu qu'on élargisse le nombre de personnes qui payent les impôts. Donc, en définitive, il ne peut qu'y avoir pression fiscale au Bénin. On dit qu'il n'y a pas pression fiscale au Bénin. Je m'inscris en faux. Parce qu'on prend simplement le taux recommandé par l'UEMOA, qui est de 20% de taux... C'est important à prendre, non? Non, mais attendez, non, je dis c'est un faux calcul. Je vais vous le démontrer. On prend 20%. L'UEMOA recommande que le taux de pression doit être autour de 20%. Le Bénin est autour de 14%. Voilà. Donc, on applaudit pour dire on a encore 6 points à aller chercher, donc on est bon. Je dis non. Les normes communautaires, cette norme communautaire est faite pour les pays normaux. De ce point de vue, le Bénin n'est pas un pays normal. Un pays normal, c'est un pays où tout le monde paye les impôts, ou du moins 90% au moins des gens payent l'impôt. Il y a pression parce que si nous n'avons que 10% de personnes qu'on puisse capter et qui payent les impôts, qu'est-ce qu'on veut faire? Lorsqu'on veut que 60% du budget 2018 soit fourni par ces 10%, on est obligé de créer de nouvelles taxes. Vous avez vu le TVM, vous avez vu la taxe à l'embarquement, tout a augmenté. Mais c'est ça, effectivement. Donc au lieu d'élargir l'assiette fiscale, on est en train de créer de nouvelles taxes. C'est ce qui se passe. Et on peut aller plus loin si vous... on y revient. Est-ce à dire, c'est vrai, on crée de nouvelles taxes, mais quand je suis l'analyse du consultant, j'ai comme l'impression que c'est à croire qu'avec cette formule, il y en a qui peuvent se retirer. Mais dans le contexte actuel, quand vous y êtes déjà, est-ce que, parce qu'on a créé de nouvelles taxes, ça peut vous faire fuir et repartir dans l'informel?
Non, encore qu'il faut saluer quand même la création de cette nouvelle taxe, la TVM, qui est une justice fiscale, ou qui répond à une justice fiscale. En effet, vous savez, les transporteurs, les chauffeurs de taxi, les transporteurs de camions, ils payaient une taxe sur le véhicule, qu'on appelait le TITR. Il y avait les sociétés qui payaient aussi des impôts ou des taxes sur les véhicules, qu'on appelait taxes sur véhicules de société, TVS. Mais les privés ne payaient pas. Or, ils sont aussi contribuables. Et donc, on a institué cette nouvelle taxe pour qu'il y ait équitabilité au niveau de tous les contribuables, que vous soyez un exploitant de votre véhicule ou que vous soyez un usager simple de votre véhicule, que vous puissiez contribuer. On a même amené aujourd'hui les tricycles, les véhicules à 3 roues, à payer, à contribuer aussi à hauteur de 15 000 francs pour l'année. Au niveau, vous savez que lorsque vous devez augmenter vos ressources, vous devez chercher là où il y a des niches. Aujourd'hui, il y a une filière qui commence par s'autofinancer et qui produit suffisamment de richesses pour les acteurs. Je vais parler du coton. Donc l'État, à l'embarquement, à l'exportation de ce produit, l'État a fixé aujourd'hui aussi une taxe qui permet de payer quelque chose, d'amener quelque chose dans la caisse de l'État. On ne peut pas cracher là-dessus puisque ça permet quand même de répondre. Ça mobilise suffisamment de milliards. Hein, et si l'État peut en prendre une partie, ce n'est que justice faite. Ah oui, ce n'est que justice faite, monsieur. Je brûle d'envie de dire un petit quelque chose. Allez, je ne suis pas d'accord. C'est discutable, hein. Je ne suis pas d'accord. Il y a 2 choses à faire. Vous élargissez l'assiette fiscale, ça veut dire que vous augmentez le nombre de personnes qui payent les impôts et taxes et autres, et vous créez de nouveaux impôts, de nouvelles taxes. Mais aujourd'hui, la stratégie consisterait normalement à faire quoi? Moi, je pense qu'il faut d'abord faire 1 avant de faire 2. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez besoin de ressources supplémentaires, commencer à créer de nouvelles taxes. Je dis, cela n'est pas une bonne politique. Il faut inciter plutôt ceux qui sont dans l'informel à venir dans le formel. Mais lorsque ce gouvernement est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est pour ça que je parle d'incohérence. On a commencé à détruire le commerce informel, le commerce de proximité, au lieu de les inciter à entrer dans le formel pour élargir, pour que plus de gens payent les impôts et qu'on puisse éventuellement même baisser les impôts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que beaucoup de gens ont simplement fermé baraque. Or, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut plutôt encourager. La TPS aujourd'hui, cette taxe forfaitaire, c'était à combien? C'était à 1%. Aujourd'hui, c'est à 2%. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes une entreprise et que vous sortez des bois et que vous venez dans le formel, que vous ayez 0% de bénéfices, chiffre d'affaires 0, vous êtes même négatif, vous allez payer 400 000. Alors que c'était à 200 000. Oui, lorsque le voisin... Il y a des situations exceptionnelles qui sont faites au conseil, non? Je pense quand même qu'il faudrait apporter un peu de clarification par rapport à la TPS. C'est vrai, je suis totalement d'avis qu'il y a eu une incongruité avec les CAS et qui jusqu'à aujourd'hui a handicapé l'économie béninoise en général. Vu que nous sommes fondamentalement... Cette économie est fondamentalement basée sur l'informel. Mais la TPS a été instituée depuis 2015. Et à l'analyse, Seulement que ça a été augmenté. Non, je vais revenir à votre question. On a observé, et à 2015, c'était toujours il y a des tranches que vous devez payer lorsque vous êtes entre 0 et 1 million, entre 1 million et 3 millions, il y a des montants forfaitaires à payer. Mais on a observé que, en général, la plupart des entreprises qui ont payé beaucoup plus, autour de 2%. Et donc, quand une évaluation de cette taxe-là a été faite, ça a amené aujourd'hui à fixer le taux de 2%, mais ça n'a pas annulé les différentes tranches inférieures à 5 millions de chiffre d'affaires. Alors, il faudrait aussi ajouter que la TPS se calcule sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Même si vous réalisez un résultat nul, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas brassé de la liquidité.
D'accord. La seule chose qu'il faut peut-être demander à l'administration fiscale et à l'État en général, c'est de trouver une politique d'accompagnement pour que, sur une période de 5 ans, les nouvelles entreprises, les jeunes entreprises, puissent ne rien payer en termes d'impôts. Et qu'à partir de la 6e année, qu'on commence par les réintégrer à partir de 25, 50, 75, et à partir de la 10e année, l'entreprise a eu le temps de se faire la main et d'avoir une part de marché consistante pour pouvoir payer régulièrement. Et j'ai souvent aussi demandé que l'État puisse réserver une partie de ses charges, c'est-à-dire de ses besoins en achat, en besoin d'équipement, qu'il puisse réserver une partie à ces entreprises, parce que, qu'on le veuille ou pas, l'État est le meilleur client. Donc, ces jeunes entreprises auront à faire de l'entraînement, à s'entraîner, en participant à des appels d'offres de petits montants et en mobilisant, en faisant travailler les ressources humaines qui sont à leur niveau. Ils ont l'expérience et après 10 ans, ils sont capables d'aller dans les grandes compétitions. Et ça améliorera. Monsieur Monou est d'accord avec moi qu'il faut une politique incitative et que la politique fiscale aujourd'hui n'est pas suffisamment incitative pour pouvoir lever suffisamment de fonds, de ressources internes. C'est ça la question. Et il y a pire, M. Yetonji, si vous voulez. Oui, allez-y. Quelques secondes. Dans la logique de... Parce que justement, nous voulons discuter de la politique fiscale au Bénin. Est-ce que ça nous permet suffisamment d'élargir l'assiette fiscale? Lorsque je suis un investisseur et je veux venir dans une région, je fais ce qu'on appelle une étude comparative du code fiscal des pays qui se trouvent dans cette région. Donc, j'ai à déterminer si je vais au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. Lorsque vous faites cette étude, et là, je me suis amusé avec quelques amis à faire une petite étude comparative. Quand vous prenez le code... Je vais vous donner juste... Je vais vous expliquer la méthodologie très rapidement. Nous avons pris la Côte d'Ivoire, parce que nous n'allons pas vous ennuyer avec le code fiscal de chaque pays, mais nous avons pris la Côte d'Ivoire. Nous avons pris le Togo. La Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que c'est la locomotive de l'économie dans l'UEMOA. Nous avons pris le Togo parce que c'est juste à côté. Donc, quelqu'un qui voulait venir au Bénin peut dire, bon, si c'est mieux au Togo, je préfère aller au Togo. Et je compare au Bénin. Qu'est-ce que le code fiscal du Togo dit? Le Togo dit que lorsque vous entrez en contentieux fiscal, parce que c'est ça qui intéresse l'investisseur, il dit, quand vous entrez en contentieux fiscal, le Togo vous dit, si vous contestez un redressement que l'État vous fait, par exemple, vous déposez un quart du montant que vous contestez sous forme de caution bancaire. Ce n'est pas de l'argent cash, ce n'est pas de la liquidité. Un quart. Donc, comme au Bénin, 25% au Bénin. OK? 25%. Le Togo dit, lorsque vous avez un contentieux fiscal, le comptable public peut regarder la tête du client. Si vous êtes suffisamment solvable, le comptable peut vous dire, vous n'êtes même pas astreint à cette caution bancaire. Et le code fiscal du Togo dit aussi que lorsque vous gagnez contre l'État, l'État vous restitue l'argent qui vous a déjà pris plus intérêt. Ça, c'est ce que le code fiscal du Togo dit. Et en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, 10% caution bancaire. Pas 25%. 10%. Avec la locomotive? Lorsque vous voulez avancer, vous vous comparez à ceux qui sont devant vous. Normalement, la Côte d'Ivoire doit être une référence. La Côte d'Ivoire, le code fiscal de la Côte d'Ivoire, et là je peux citer, c'est l'article 190 du Code général des impôts, je crois que le code est ici, on peut vérifier, dit c'est 10% caution bancaire. Je le répète, et je vais vous dire pourquoi. Caution bancaire, ça pas veut dire de la liquidité. Le Bénin, le code fiscal dit quoi? Le code fiscal dit... C'est la même chose, en tout cas jusqu'à une période récente. Non, malheureusement... Jusqu'à une période récente. Jusqu'à une période récente, mais depuis 2018, donc cette année, le code dit, vous déposez, je lis, doit constituer un cautionnement valant paiement cash au trésor public d'un montant équivalent à 25% de la somme contestée. Bon, ça c'est les honorables députés qui ont fait cette option-là. Alors, mais c'est dangereux. Je dis c'est grave parce que nous sommes dans une zone communautaire. C'est dangereux parce que, écoutez, si je veux élargir mon assiette fiscale, je vais attirer d'investisseurs. Et si le Togo à côté offre ces conditions, si la Côte d'Ivoire, qui est la locomotive de la zone UEMOA, offre ces conditions, l'investisseur préférerait aller en Côte d'Ivoire que de venir au Bénin. Donc, quel investisseur, quel
opérateur économique va, parce qu'il est en contentieux, aller déposer de l'argent cash. Ça veut dire que dès que vous faites le chèque, l'État touche l'argent et commence à l'utiliser. 25%. Oui, moi, je dis, ce n'est pas incitatif. C'est vrai qu'on a suivi quelques débats par rapport aux choix qui ont été récemment faits par nos élus du peuple. Mais là-dessus, quand on prend la zone dans laquelle on est, c'est de l'UEMOA, si vous avez vraiment mal joué en faisant cette option, lorsqu'on sait qu'on a de grands rêves, il faut vite grandir et se comparer aussi aux autres. On peut comprendre l'esprit, quitte à peut-être à améliorer, s'il y a lieu d'améliorer par la suite. Là, on est en phase d'expérimentation. Non, vous savez, les députés ne vont souvent dans le sens que de ce qu'on leur fait comme proposition. Et non, vous n'avez pas dit ça. Ils vont souvent... Non. De ce qu'on leur fait comme proposition. Non, parce qu'en fait, c'est l'État... Ça veut dire qu'il y a des projets qui peuvent devenir propositions. C'est l'État qui fait... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah bon, que vous n'avez pas dit ça, mais c'est ce que j'ai compris. L'État fait son projet, d'accord, et soumet aux honorables députés qui lui donnent quitus ou qui peuvent modifier. Mais malheureusement, ça aussi, c'est l'un des talons d'Achille de notre démocratie, encore jeune, où les députés n'ont pas souvent les moyens d'apprécier toutes les informations qu'on leur balance à la veille de la session budgétaire. Et donc, l'observation de l'ami fidèle sera certainement prise en compte. Moi, je pense quand même que le Bénin offre suffisamment d'attrait pour les opérateurs économiques. Là où le bas blesse un tant soit peu, c'est beaucoup plus là où le marché béninois ne semble pas être suffisamment protégé par rapport à l'invasion des produits concurrents qui viennent de l'extérieur. C'est là où... Le bas blesse pour moi. Et lorsque vous interrogez les chefs d'entreprise, les industriels béninois, ils vous diront que ils ne se sentent pas protégés. Parce que, je prends un exemple simple. Vous savez que les Béninois ou les dames de Topa aiment bien les tomates en boîte. Oui. Nous avons la chance qu'au Bénin, il y a une entreprise, une industrie qui produit cette tomate-là. Mais malheureusement, cette entreprise n'importe pas, ne trouve pas la matière première sur le plan local. Donc, elle est obligée d'importer la matière première face aux produits finis qui arrivent de l'extérieur. Donc, lorsque la matière première est taxée, tout comme un produit fini qui vient de l'extérieur, vous êtes d'accord que lorsque l'entreprise va finir sa transformation, va mettre son produit sur le marché, il ne sera pas compétitif. Oui. Parce que le coût déjà, les taxes à l'entrée de la matière première utilisée ne lui permettent pas d'être compétitif. Et une entreprise comme celle-là qui doit accompagner l'État aura par conséquent du mal aussi à jouer sa partition. Et c'est pourquoi moi je pense qu'aujourd'hui, si on veut améliorer les ressources, il faudrait que l'État puisse trouver une passerelle entre les producteurs de la richesse, ceux qui créent cette richesse, et qu'on discute de qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes, pour que vous puissiez davantage nous permettre d'atteindre ces objectifs. À l'heure de l'urgence, où les défis sont là, très grands, et l'ambition, elle est manifeste avec les nouveaux dirigeants, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire sur ces données pour pouvoir aller très vite? Non, c'est pourquoi nous on en parle. Nous on en parle parce que les industriels, ils ont leurs associations qui sont en train de taper à la porte du gouvernement pour se faire entendre. Et je crois aussi qu'au niveau de la Direction générale des affaires économiques, il y a bientôt une réunion entre le directeur... donc le problème se pose déjà. Le problème se pose. En tout cas, moi j'en ai parlé avec le directeur et je pense que bientôt, ils auront une rencontre. Ce ne serait plus pour l'année 2018. Maintenant, vous savez que l'année budgétaire 2019 a commencé par être préparée. Donc, dans ce cadre, les discussions ont commencé et on pourra trouver, si on arrivait à trouver un terrain d'entente avec ces industriels, à apporter des solutions à ces difficultés des industriels, pour que ces industriels puissent créer de l'emploi et créer de la richesse. C'est eux qui sont producteurs de la richesse. C'est eux qui créent l'emploi. Ce n'est pas l'État central de créer l'emploi. L'État central ne crée pas d'emploi. Ça, c'est de notoriété publique. C'est le privé qui crée l'emploi. Il va falloir créer les conditions qu'il faut. Vous parliez tout à l'heure de la politique fiscale et Wilfried Monod a souligné quelques aspects qu'il faille prendre en compte. Aujourd'hui, s'il y a vraiment un défi à relever dans ce sens,
quel est-il en priorité pour pouvoir permettre au gouvernement d'atteindre amplement ses objectifs? Parce que l'urgence, tout au moins aujourd'hui, c'est à la réalisation et à l'atteinte des grands objectifs contenus dans le PAG. C'est la boussole. Oui, écoutez, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec mon ami Monou qui pense que la politique fiscale au Bénin est efficace. Non, on apprécie l'efficacité d'une politique d'abord par rapport à ses résultats. Aujourd'hui, tout le monde, c'est un fait aujourd'hui que les recettes qui viennent de la fiscalité de potes baissent depuis par rapport à l'année de référence de ce gouvernement qui devrait être 2015. Ça, c'est un fait. Si je mens, peut-être que demain, le gouvernement peut publier les chiffres sur le portail gouvernemental pour démontrer que effectivement les recettes sont en hausse. Mais je dis, les recettes sont en train de chuter. Si les recettes sont en train de chuter, il ne faut pas seulement parler de la fiscalité intérieure pour dire oui, nous avons fait une réforme par RIB, c'est bien cela, par RIB, et que bon, les recettes ont commencé à augmenter. Non, il faut dire de façon globale, est-ce que les recettes sont en train d'augmenter? Je dis, ce n'est pas vrai. Et donc, si les recettes ne sont pas en train d'augmenter, c'est qu'il y a un problème. Et vous demandez justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre la politique fiscale suffisamment attractive pour que des investisseurs nationaux comme étrangers se sentent suffisamment à l'aise pour investir dans le pays. Je viens de vous démontrer que dans la zone UEMOA, notre politique n'est pas attractive. Le Togo peut nous faire une concurrence bien déloyale et de bonne guerre. Mais l'autre chose aussi, et il l'a dit, je voudrais souligner, c'est très important parce que, comme je vous l'ai dit, je connais très bien le système canadien, et je dis, les gens, ils n'ont pas mis ce système, et comme ça a commencé à marcher. Il y a une politique derrière. La politique, c'est quoi? L'incivisme fiscal vient d'où, en général? L'incivisme fiscal vient du fait que le contribuable ne sait pas ce que son argent fait. Moi, je vous dis, TVM, vous avez dit que c'est une très belle chose. Oui, il faut qu'on paye les taxes. Mais lorsque je paye la TVM et sur la route sur laquelle je passe, moi, j'ai failli rentrer dans une fourche qui était au beau milieu de la voie sur le chemin Calavi-Cotonou. Et justement, c'est à ce niveau que les gens m'ont arrêté. J'ai payé, mais je leur disais, écoutez, s'il vous plaît, ben là, moi, je suis en train de payer une taxe et la route sur laquelle je passe avec ma voiture, elle n'est pas une route suffisamment sécurisée pour moi. Et le monsieur me dit, non, mais écoutez, ça c'est la mairie, c'est pas nous, notre job, etc. Non, le contribuable ne connaît pas la mairie, ne fait pas la distinction entre la mairie et l'exécutif. Non, c'est l'État. Donc voilà, l'incivisme, et ça n'existe pas, puisque c'est le Canada qui finance ça, je dis, ça n'existe pas au Canada. Même lorsque votre téléphone est en dérangement, la police peut venir chez vous. Lorsque moi j'ai fait un accident à Manquement, c'est des exemples concrets, et j'ai appelé le 166, j'ai fait 2 heures. Je vous dis, ce n'est pas ce que j'ai lu dans les journaux, c'est ce que j'ai vécu au Bénin. J'ai fait 2 heures, j'ai appelé le 166 plusieurs fois. Vous savez ce qu'on a fini par me dire? Ben écoutez, nous n'avons pas d'hélicoptère. C'est ce qu'on a fini par me dire. Si moi je devais mourir, je serais mort. Mais j'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire que, par exemple, il y a performance parce qu'on a jumelé la police et la gendarmerie. Et donc, oui, il y a performance parce que depuis le début de cette année, il n'y a pas eu de braquage. Mais il y a pire que le braquage. Lorsque j'ai entendu ça, excusez-moi, ça m'a irrité. Il y a pire que le braquage, que les braquages. Parce que lorsqu'on prend des individus qu'on va égorger pour soi-disant faire de l'argent, ça c'est pire que des braquages. Et il y en a eu beaucoup dans le pays. Donc, et on me dit, donc l'argent du contribuable, il faudrait que le contribuable puisse savoir qu'est-ce que son argent fait. C'est très important. Sinon, évidemment, ça le va Bénin aujourd'hui est en marche. Fidèle Sonon, le Bénin est en chantier. Et là-dessus, on peut comprendre que graduellement, on y arrivera, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas optimiste. Et je ne le dis pas par négativisme. Je le dis pour justement accompagner, pour que les choses s'améliorent. Lorsque je prends, à tout hasard, un projet phare du PAG, la construction de l'aéroport international de Glodjibé. Oui. Lorsque je prends un projet comme ça, je me pose des questions. Et c'est là où je parlais d'apprentissage gouvernemental. Il y a déjà eu au Sénégal à côté un projet qu'on peut comparer au projet de Glodjibé. C'est le projet de Diamniadio. C'est un projet, au Sénégal, c'était parti pour 227 milliards
ce projet, l'aéroport de Diamniadio, ça devrait coûter 227 milliards. Mais vous savez, finalement, combien ça a coûté aux contribuables sénégalais? Ça a coûté près de 500 milliards. Vous savez pourquoi? Parce que d'avenant en avenant, on a augmenté ce budget et l'argent qu'on a augmenté, c'est venu d'où? C'est ce qui risque de nous arriver. Pourquoi? Mais ça va nous arriver parce qu'on n'est pas... Je vous ai dit la fois passée ici que le péage n'est pas réaliste et réalisable et qu'il faut le réviser. Et je le démontre aujourd'hui. Nous avons 36 mois pour le projet de Glodjigbe. On dit qu'on va le réaliser en 36 mois. Le projet du Sénégal, on a dit 33 mois. Vous savez, ils ont multiplié ça par 4. C'est ça la réalité. On devrait apprendre de ça. Là, on a commencé par poser les jalons. Non, c'est faux. Moi, je vous dis c'est faux. Vous voyez, si on peut faire un zoom là-dessus, vous voyez très bien, les études sont finies déjà en 2017 et on a mis réalisation. Vous voyez, la réalisation devrait commencer c'est-à-dire 2018. Vous voyez, 2018, nous sommes là en 2019. Donc, vous voyez, la réalisation a commencé même en 2017, selon le chronomètre que j'ai ici. Oui, c'est pour ça qu'il faut réviser. On a accusé un peu de retard. Non, pas un peu. On a accusé suffisamment de retard. Et rien ne nous dit. On peut rattraper. Non, justement, c'est pour ça qu'il risque d'avoir des avenants sur des avenants. Et finalement, on va se retrouver à quoi? Près de 600 milliards. Le reste, l'argent va venir d'où? Encore qu'on ne nous dit pas. C'est pour ça que moi, je me suis inquiété quand on parle emprunt obligataire. Je dis non. Est-ce que c'est un PPP? Est-ce que c'est le privé qui prend tous les risques, qui vient construire son affaire et qui prend les risques? Ou bien le gouvernement participe? Si le gouvernement participe, ça veut dire que c'est toujours la même affaire. Hein? C'est l'argent du contribuable. Et maintenant, si on doit gonfler les budgets, comme ce qui est arrivé au Sénégal, ça craint. Ça craint pourquoi? Surtout lorsque je vois qu'il y a tellement de gré à gré. Là aussi, on peut le dire. Parce que, vous savez, la loi sur les marchés publics a été modifiée aussi. Hein? Oui, l'article 55. On peut en parler peut-être ici. Oui, Fried de mon nom. Est-ce qu'il faut craindre par rapport à ces chantiers, très importants et déterminants quand même, et dire aussi qu'on est à l'exercice et on veut bien pouvoir y arriver. Pour y arriver, il faut prendre certains risques, forcément. Moi, je suis financier. Oui. D'accord. Les prévisions ne sont pas souvent réalisées. Les prévisions ne sont pas souvent réalisées. Et c'est pourquoi, en gestion prévisionnelle, il y a l'analyse des écarts. Et ça peut être lié aux quantités, ça peut être lié au prix, ça peut être lié au temps. Donc, à ce niveau, laissons ceux qui sont au pouvoir. Lorsque le moment de l'évaluation viendra, on évaluera. Moi, ma préoccupation ici, c'est voir est-ce qu'on peut avoir les ressources. Comment travailler pour avoir les ressources. Et je crois qu'il a bien dit, nous avons les régies qui permettent à l'État de mobiliser des ressources. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, jusqu'en 2017, les régies ont tourné autour de 800 milliards de mobilisation de ressources. Bon, selon les dernières informations que j'ai eues en début de cette semaine, le port a repris un peu ses activités autour de 17%. Et si vous avez suivi aussi au niveau de la régie des douanes et des droits indirects, ils ont chanté un peu parce qu'ils ont repris un peu de poil à la bête, parce qu'ils ont amélioré un peu leur performance par rapport aux prévisions. Donc, je pense qu'ils tiennent dans leurs prévisions. Et donc, espérons que, par rapport à ces prévisions, que chaque régie tiendra et améliorera ses performances et dépassera les 100%. Si ils dépassent les 100%, mais ce n'est pas eux qui vont dépasser les 100%. Et c'est pourquoi je dis, il faut que l'État puisse avoir une passerelle de discussion avec les opérateurs économiques. Si moi je n'importe pas des marchandises au Bénin, est-ce que la douane va faire des performances? Non. Donc il faut discuter avec tous les segments de notre économie pour les sensibiliser à comprendre l'objectif, pour que on puisse avoir les ressources disponibles. Pour le financement du péage, ça urge. Pour le financement du péage, vous savez, le péage ne sera pas financé d'un trait. D'ailleurs, en finances publiques, la gestion on nous informe malheureusement qu'on va devoir rendre l'antenne. Mais comment entrevoyez-vous désormais ce qui pourrait être comme le défi prioritaire? Bon, le défi prioritaire, le gouvernement a conscience de ce défi-là et ils sont en train de travailler pour pouvoir aller au-delà du marché ouest africain pour aller mobiliser des ressources financières beaucoup plus longues. Vous dites bon vent. Si ils travaillent à l'amélioration de la signature
à la qualité de la signature. Donc, une bonne notation par les agences de notation, ce serait tant mieux pour le Bénin. Fidèle Sonon, le temps est complètement parti malheureusement. Oui, écoutez, c'est travailler à mobiliser davantage de ressources internes et puis la politique actuelle ne le permet pas. Voilà. Vous demandez à ce qu'on puisse revoir dans Exactement. ce sens. Merci à vous, Fidèle Sonon, Wilfried Monon, merci également. J'aurais bien voulu aller un peu plus loin avec vous, mais le temps reste le maître mot qui nous conditionne tous. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, pour le numéro du jour, on en reste là et on se donnera rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures, peut-être encore sur d'autres aspects de la question, car ça urge. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, c'est terminé. François Gaston de Lévis pour nous fausser définitivement compagnie. Cette citation à lui, Didier, il est rare que l'on ne fasse pas un bon marché en achetant des espérances par des privations. Bonne suite de méditation à vous. 100% Bénin, définitivement clos. On se dit à lundi.